Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous allons parler d'autorité. Pourquoi allons-nous parler d'autorité ? Pour deux raisons. La première, c'est que j'en ai parlé dans mon travail de CAS, mon CAS en philosophie et management, et puis c'est un sujet qui m'a intéressé. Et puis deuxième raison, j'ai lu récemment dans un magazine qui s'appelle Philosophie Magazine, un article qui s'appelle « Les 8 piliers de l'autorité », que je vous ai mis en note de podcast. Et ça m'a fait réfléchir sur, finalement, comment ça marche l'autorité ? C'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Comment ça se définit ? De quoi ça se compose ? Et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être que nous discutions de cela ensemble. Qu'est-ce que l'autorité ? On va commencer, vous me connaissez, par définir ce que c'est l'autorité, puisque c'est un peu flou, c'est un peu magique. Les gens qui ont de l'autorité, c'est comme si il y avait une espèce de divinité qui se projetait en eux. Hein. C'est un petit peu bizarre. Et on confond souvent l'autorité avec le pouvoir. Alors évidemment, les deux notions sont liées, mais on va commencer par définir l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité ? C'est un pouvoir donné en tant qu'état temporaire à partir d'une légitimité reconnue. Donc on va reconnaître une légitimité à quelqu'un et on va lui donner temporairement, ça veut dire qu'on va réévaluer, un peu comme la confiance finalement, on va réévaluer périodiquement cette légitimité. Et tant que cette légitimité est reconnue, on donnera autorité à la personne, c'est-à-dire qu'on donnera un certain pouvoir à cette personne sur nous. Du coup, c'est différent du pouvoir. Eh bien, il faut que je vous définisse le pouvoir. Alors allons-y. Le pouvoir, c'est la capacité à influer dans le temps sur les choix d'autres personnes. Donc vous voyez que du coup, l'autorité, c'est simplement une capacité que je donne à d'autres d'influer sur mes propres choix. J'accepte la contrainte, leur contrainte, parce que je reconnais leur légitimité. Ça, c'est l'autorité. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Alors, c'est vieux comme le monde, hein, vraisemblablement de 1500 ans ou plus. L'étymologie du mot est intéressante. L'étymologie du mot autorité vient du latin auctoritas, qui signifie soutien, garantie. Auctoritas est lui-même le mot dérivé de auctor, qui signifie père, créateur, on dirait auteur aussi, hein, de celui qui dispose, qui est lui-même dérivé d'une conjugaison auctum de augeo, qui est apparenté au grec ancien auxo, qui contient la racine indo-européenne aug, qui signifie accroître, faire croître, augmenter, développer. Tout ça pour dire quoi ? Que l'autorité, l'auctoritas, c'est avant tout une entité, alors une personne, mais aussi une institution, qui nous donne la capacité de croître, de nous développer. Raison pour laquelle, peut-être, on va lui donner cette autorité sur nous. Parce que quelque part, c'est du donnant-donnant. Je te reconnais légitime et je te donne autorité sur moi, sous-entendu, je te laisse influer sur certains de mes choix, parce qu'en retour, je vais me développer, je vais développer quelque chose, je vais croître, je vais grandir. On peut d'ailleurs imaginer que traditionnellement, le choix de l'obéissance à la famille, au père, à la mère, à l'armée, à la nation, était fait parce que cette autorité, cette auctoritas permettait à la communauté, ou même à la communauté originelle, la famille, de se développer. On retrouve le fameux pater familias et sa gestion en bon père de famille, qui est encore dans la loi, en tout cas en France, je crois, en Suisse peut-être aussi. Et cette autorité cette gestion en bon père de famille est profitable à tous ses membres. Donc, c'est une espèce de contrat, on pourrait presque parler du contrat social de Rousseau, hein, c'est un contrat, c'est-à-dire, je reconnais, patron, chef, manager, ton autorité, pour autant que moi je puisse prospérer. Donc, avoir de l'autorité, c'est recevoir le mandat de sa communauté de la faire prospérer. L'autorité, c'est recevoir le mandat de son équipe, de sa famille, de sa communauté, de la faire prospérer. C'est pour ça qu'on parle de nos autorités. Un maire, un conseiller d'État, c'est une autorité parce qu'on lui donne le mandat, en plus on l'élit, de faire prospérer notre communauté. Et donc, si ce n'est pas le cas, on lui retire notre légitimité,
Et donc, on lui retire notre autorité, enfin son autorité, on refuse son autorité, on élit quelqu'un d'autre. Alors, il y a quelques points particuliers. On a parlé de pouvoir comme étant la capacité à influer dans le temps sur les choses d'une personne. Si on a une grande capacité d'influence, on va parler de puissance. C'est ça la puissance. Si cette grande capacité ou cette capacité amène des bénéfices à certaines personnes, à plusieurs personnes, ce pouvoir va nous donner du prestige. Si ce pouvoir est manifesté physiquement, on va parler de force, ou bien dans le cas extrême, de violence. Si ce pouvoir contraint certaines personnes contre leur gré, contre leur plein gré, on parlera de domination, et donc, un pouvoir accepté en vue d'un objectif commun, c'est de l'autorité. Ainsi, un pouvoir réalisé par l'obéissance est l'autorité. Un pouvoir réalisé par la violence est autoritaire, donc sans autorité. Quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui n'a plus d'autorité et qui est obligé de passer par la violence pour continuer à fonctionner. Et vous voyez que l'obéissance, enfin l'autorité est une forme d'obéissance. Enfin l'autorité est une forme de reconnaissance de j'accepte, oui, la contrainte de l'autre. J'accepte qu'une autre personne me dise quoi faire. C'est ça, l'autorité. Alors, bon, nous, on est leader, manager, on réfléchit dans nos entreprises, mais aussi peut-être dans son association ou en famille. Qu'est-ce qui me donne autorité ? Et c'est là où on va suivre l'article de Philosophie Magazine avec 8 piliers, alors philosophiques d'autorité, puisque évidemment, Philosophie Magazine va nous parler de philosophes. Le premier, c'est notre bon vieux Confucius. Il est à peu près à toutes les sauces. Le fondement de l'autorité selon Confucius, c'est l'âge et l'expérience. Je transmets l'enseignement des anciens sans rien créer de nouveau, nous dit Confucius. Ça donne un style de leadership traditionnaliste. On a toujours fait comme ça. Ça, c'est le style d'autorité de Confucius. Alors évidemment, il y a un effet pervers, qui est quoi ? Le conformisme, la stagnation. Il n'y a pas de changement, puisqu'on va faire comme avant. Premier pilier philosophique de l'autorité, l'âge et l'expérience. Deuxième pilier, on part chez Platon, le grand idéaliste. Mais sans aucune surprise, le fondement, c'est le savoir et la vérité scientifique, on pourrait dire presque. Les personnes qui sont parvenues à la contemplation des essences immuables, voyez, on est vraiment dans le virtuel, on dirait du plotage de nuages, ces personnes-là, après de longues années d'études, possèdent une vision juste et définitive de ce qui est utile aux humains, et ces personnes sont destinées à exercer leur autorité sur toutes les autres. C'est dans la République que Platon nous dit il faut que ce soit des philosophes qui gouvernent. Parce que eux, ils ont cette contemplation des essences immuables. Alors qu'est-ce que ça donne comme style de leadership ? Eh bien, ça donne de l'aristocratisme. Aristocrate, c'est le gouvernement, kratos, des meilleurs, Aristos. Donc, c'est simplement les gens qui ont fait des études, les gens qui se prétendent ou qui sont intelligents. C'est ça un aristocrate. C'est pas quelqu'un qui a de l'argent, on verra ça plus tard. C'est quelqu'un à la base qui avait le savoir et la vérité. Et donc, selon Platon, eh bien, c'est ce style de leadership-là qui donne autorité. L'effet pervers, évidemment, c'est le dogmatisme. Moi, je sais, vous êtes des idiots, et le rejet populaire. D'ailleurs, le rejet des élites, comme le disent maintenant les démagogues, peut être aussi de la faute des dites élites qui n'ont pas su expliquer ou parler clairement aux gens de ce qu'ils avaient eux découvert par ailleurs. Deuxième pilier philosophique de l'autorité, le savoir. Troisième pilier, la paternité. Ça, c'est Robert Filmer, que je ne connais pas, qui est un philosophe anglais du XVIe siècle, je crois. Et c'est le fameux père de famille qui fait de son mieux pour la préservation de la famille. Alors évidemment, le style de leadership, c'est le paternalisme. Et l'effet pervers, c'est l'infantilisation. Ce sont des gens qui ne sont plus capables de réfléchir, de prendre des décisions, d'avoir de l'initiative, etc. Donc quand on infantilise les gens, ça leur rend la vie facile, ils n'ont pas à réfléchir, à prendre des risques. Et donc ça, c'est le côté négatif du paternalisme. Donc troisième source d'autorité, la paternité. Quatrième source d'autorité, selon Thomas Hobbes, grand philosophe anglais,
Le fondement, c'est la soumission volontaire à un chef. Donc on revient, mais là, vous voyez que c'est pas de l'obéissance, c'est de la soumission. Donc il y a une grosse différence. L'obéissance, on voit qu'il y a quelque chose de conscient, mais on se tient encore droit quand on obéit. Quand on est soumis, on est à genoux, on est à quatre pattes. Donc, puisque les humains, naturellement, s'opposent et se détruisent mutuellement, ils cherchent eux-mêmes à ériger un pouvoir qui les protège les uns contre les autres, par la force s'il le faut. Vous voyez que soumission-domination, c'est pas loin. Donc ils décident, les humains, de confier leur capacité d'autodéfense à un représentant, le chef, à qui l'on donne les moyens de sa mission, un pouvoir sans limite. Ça donne un style de leadership dictatorial, ou en tout cas très autoritaire. Donc la dérive, c'est la sédition, l'autorité, la dérive autoritaire. Mais vous voyez que, quelque part, la soumission est un facteur d'autorité, une source d'autorité. J'ai pas encore dit s'il fallait ou pas, pour l'instant on les décrit. 5e source d'autorité, avec Blaise Pascal, les titres, l'habitude. Celui qui endosse le costume de chef doit toujours garder, j'ouvre les guillemets, une double pensée, l'une par laquelle il agit en roi, l'autre par laquelle il reconnaît son état véritable, sous-entendu par roi, et que ce n'était que le hasard qui l'avait mis en place où il était. Donc, c'est ce qu'on appelle la plutocratie. C'est le pouvoir des riches, ou des parvenus, ou des gens qu'on a nommés là. C'est typiquement ce qui se passait dans les régimes communistes, dans les années après-guerre jusqu'en 1989. C'est encore comme ça, maintenant, dans certains pays, qui ne font pas des promotions par compétence ou par mérite, mais simplement par naissance, ou par argent, parce que j'ai de l'argent, du coup, voilà. Vous voyez que le monde des médias sociaux, le monde des influenceurs et des influenceuses, c'est une forme de plutocratie. Alors le problème du titre et de l'habitude comme fondement de l'autorité, c'est l'artificialité. C'est basé sur rien. Cette espèce d'autorité, elle est tout à fait... D'ailleurs, il y a des influenceurs, des influenceuses qui finissent mal, certains malheureusement même, ou certaines qui se suicident, parce que du jour au lendemain, leur personnage s'effondre. 6e source d'autorité, avec Diderot, la parole, la libre parole. Cette confiance qui permet que certains discours fassent autorité s'appuie sur 2 critères. Le degré de science et de bonne foi qu'on reconnaît dans la personne qui parle. La science et la bonne foi. Donc la parole libre. Science et bonne foi, entre parenthèses, vous allez reconnaître, ceux qui ont fait un tout petit peu de rhétorique avec moi ou avec d'autres, 2 des 3 critères. Ethos et logos. Logos, la science, et puis ethos, la bonne foi. Ça donne quoi comme style de leadership ? La libre parole, ça donne un leadership charismatique ou un leadership transformationnel. C'est la manière de parler, d'engager, d'amener les gens avec moi. L'effet pervers, évidemment, c'est le sophisme rhétorique. C'est le politicien qui fait des promesses ou la politicienne qui fait des promesses, mais qui n'arrive jamais à suivre. Et 7e, avant-dernière source d'autorité, avec Max Weber, c'est le charisme pur, mais dans sa version démagogique, dans sa version mythologique. Donc ça donne évidemment un leadership complètement démagogique. C'est que même pas, on dit aux gens ce qui peut les amener, ce qui peut les motiver, on partage une vision, on leur dit juste ce qu'ils ont envie d'entendre. N'est-ce pas cette grâce personnelle et extraordinaire d'un individu qui pousse celui qui lui obéit à travailler avec le dévouement d'un croyant au succès de la cause d'une personnalité et non pas tellement au profit des médiocrités abstraites d'un programme. Donc, on s'occupe même plus tellement de ce que la personne dit. Par contre, la personne, avec cette démagogie, va obtenir du dévouement de la part de ses followers, on dirait, si on voulait être moderne. Donc, source d'autorité, le charisme, mais en version presque démagogique. Et enfin, dernière source de charisme, avec Jürgen Habermas, qui est un philosophe allemand, qui est encore vivant d'ailleurs, c'est le seul de toute la liste. Et le fondement de l'autorité pour lui, c'est la délibération collective. Alors, c'est intéressant, on voit une certaine modernité là-dedans. L'autorité personnelle peut se transformer en autorité rationnelle. Pour cela, il faut s'en remettre à une éthique de la discussion qui permet d'élaborer des décisions collectives sans coup de force. Ainsi, ce n'est plus une personne qui impose son autorité, mais une parole qui est passée au crible de la critique d'autrui. Style de leadership, évidemment, participatif.
Alors le problème, l'effet pervers de ça, eh bien, c'est la lenteur, l'instabilité. Hein. Ça prend du temps, rien n'est décidé, donc c'est incertain, instable. Donc, 8 piliers philosophiques de l'autorité. Là, j'ai l'expérience, le savoir, la paternité, ou la maternité d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit, mais l'histoire d'être parent, la soumission volontaire à un chef ou à une chef, le titre ou les habitudes, la parole, le charisme et la délibération collective. Alors, quel est le meilleur style ? Ça, on n'en sait rien. On n'est pas trop là pour savoir finalement est-ce qu'il y a un bon style. Vous savez que je suis pas fan de un style 2, mais en fonction de nos valeurs et de celles de l'organisation, alors on pourra déterminer dans cette situation-là quel est le style que je peux utiliser, hein, puisque nous ne sommes là en tant que manager que pour obtenir des résultats de la meilleure manière possible. En revanche, sur quoi baser mon autorité ? Alors, je pense qu'un peu de tout en quantité raisonnable peut être une bonne idée. D'avoir de l'expérience et des connaissances, d'avoir le souci des autres, d'avoir le soutien de la hiérarchie, hein, le fameux titre dont parlait Pascal, d'avoir un peu de charisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit savoir bien parler, hein, il y a aussi du charisme dans le silence et l'écoute. Et puis quand même, évidemment, de la délibération, poser des questions, écouter les réponses des personnes. Donc, vous avez de quoi, en fait, travailler votre autorité. Je vous renvoie aussi à l'épisode 56, dans lequel on avait déjà un peu parlé. Et finalement, ces deux épisodes se rejoignent pour dire que il y a plusieurs manières d'établir son autorité, que de n'en choisir qu'une seule est dangereux, parce qu'elle ne va pas forcément convenir à tous les types de personnes que nous avons autour de nous, et que finalement, l'autorité est quelque chose qui nous est donné en vue d'un but commun. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Un peu plus long que d'habitude, mais j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.